Bienvenue dans Focus. Cette semaine, on se pose la question ensemble, faut-il inviter la peur au sein de votre dojo? Allez, c'est parti. Cette semaine, on fait un thème clairement ouvert. J'attends donc dans les commentaires votre expérience. Partagez un petit peu vos opinions, vos avis sur ce qu'est la peur au sein d'une école d'art martial. Comment est-ce qu'elle peut se gérer dans la pratique au quotidien? Comment elle peut, on va dire, s'enseigner si vous êtes justement instructeur auprès de vos élèves? Comment vous mettez en place des exercices pour qu'ils puissent prendre conscience de certaines choses? Le but un petit peu, c'est d'éclater le sujet afin que chacun puisse apporter aussi un petit peu sa pierre à l'édifice. Bien sûr, la peur, philosophiquement, on part tous du principe que c'est bien de la cultiver pour pouvoir s'y confronter et pour pouvoir la dominer, pour pouvoir la surpasser. Car fondamentalement, et c'est pour ça que ce tuto prend place au sein des Focus, on voit beaucoup de techniques martiales dans notre vie martiale de pratiquant. On a vu dans les Focus, majoritairement, des immobilisations, des clés ostéo-articulaires pour pouvoir se dégager, pour pouvoir soumettre l'adversaire. Mais évidemment, tout cela, c'est en grande partie de la pédagogie, pouvoir comprendre, apprendre de son corps et pouvoir travailler par deux. Est-ce que cela est véritablement efficace, possible au sein d'une attaque concrète dans la rue, avec justement la capacité de pouvoir agir efficacement et pour pouvoir justement surmonter sa crainte que cela ne fonctionne pas? Est-ce que dans la rue, le stress fait que je vais pouvoir réussir ce que j'ai à faire? Donc tout ça, c'est à travailler, ça a éclaté de différentes façons au sein de votre pratique et de votre enseignement. On va voir ça ensemble un petit peu aujourd'hui. La peur, c'est globalement, dans la vie d'un pratiquant, 3 grands domaines. Tous ces domaines sont liés au même facteur, c'est-à-dire le risque. Le risque, majoritairement dans nos cours d'arts martiaux, de se faire mal. Je vais faire un exercice qui me paraît compliqué, j'ai peur de me faire mal. Je vais combattre, on va tester des choses, on va tester de prendre des coups, on va se mettre des claques, on va se mettre des KO. J'ai peur, parce que ça risque de faire mal. Et pour le coup, je peux aller en compétition, je peux me confronter à certaines choses. Là, c'est un autre type de risque. En fait, par exemple en grade ou en compétition, c'est pas forcément la peur du coup, mais ça va être la peur de l'échec, la peur des conséquences. Et dans tous les cas, de toute façon, l'idée de se faire mal, c'est l'idée d'avoir peur de la conséquence. En compétition, on va essayer de la confronter, cette peur, parce que je suis pas là pour perdre, je vais essayer de gagner, donc je n'ai pas envie de perdre, je n'ai pas envie de l'échec, je n'ai pas envie de la conséquence, et ce qui va me faire peur, c'est l'éventualité de la conséquence, de pouvoir avoir une conséquence qui ne me convient pas. C'est la même chose que si j'allais au casino et que je misais par exemple au hasard sur un chiffre, un nombre, et que je misais toutes mes économies avec la peur de tout perdre en fait. Si ce n'est qu'en préparation, enfin en compétition, il y a tout le phénomène de préparation physique et mentale, ce qui va renforcer encore plus l'idée de perdre aussi des choses, parce que si d'un côté c'est mes économies que je mets, de l'autre côté c'est du temps que j'ai passé à m'entraîner. Évidemment, en compétition, ce temps-là, par rapport à un casino qui est du pur hasard, en compétition, il n'y a pas que du hasard, il y a de l'entraînement, il y a de la préparation. Mais globalement, la peur de l'échec, la peur de la conséquence, va, moi, me faire agir différemment. Et la peur va donc se manifester de façon plus ou moins différente. Je vais avoir les jambes qui flagellent. Si je fais du combat, je vais peut-être m'essouffler beaucoup plus vite. Si je fais du kata, je vais me relever sur mes postures. C'est l'erreur que font beaucoup de débutants lorsqu'ils font de la compétition. Parce que la peur fait que le corps réagit un petit peu moins bien. La notion corps-esprit fonctionne un petit peu moins bien. Au sein de votre club, globalement, que ce soit une peur qui va être gérée un petit peu plus dans le domaine grade et compétition, et surtout une peur qui est liée à des exercices, c'est quand même la conséquence qui sera le centre névralgique de la réflexion d'aujourd'hui. Bien sûr, la peur, on peut la mettre en scène, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, à travers des exercices que l'on va demander à ses élèves, et par exemple, dans le cadre de la self-défense, se confronter à, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, se mettre des claques, se mettre des coups, prendre des gants et se dire, tiens, on va essayer de te donner des coups. Nous aussi, avec aussi l'idée des kyusho, des points vitaux, on travaille les notions de chaos. Donc, on sait qu'on va parfois malmener son corps volontairement. Donc là, c'est plus une notion de échec éventuel. Si je ne suis pas bon, je peux me confronter à un échec que je n'ai pas voulu. Là, je sais que, pour le coup, il va falloir que je le veuille. Parce qu'il n'y a pas de solution. Je vais me confronter à l'idée de m'en prendre une. Est-ce que je suis capable ou pas de gérer cette notion d'appréhension? Et le but, ça va être ça, de pouvoir amener, encore une fois, on l'a vu un petit peu avec
certains tutos qui traitent des notions progressives, des échelons que l'on va positionner, ce fameux Kaizen. On va essayer d'amener les adhérents, les élèves, sa pratique même de pratiquants, à évoluer petit à petit pour pouvoir ouvrir de plus en plus de portes et, ce qu'on va surtout voir dans le sein de la self-défense, débloquer des verrous. Parce que moins je vais avoir de verrous et plus je serai apte à être conscient de ce que je peux faire et ne pas faire. Et pour ça, on sait qu'il y a des réflexes autonomes qui vont nous donner peur et des choses qui, on va dire, peuvent être gérées beaucoup plus fondamentalement par le pratiquant, par sa propre pratique et par son entraînement. Donc, la peur va prendre phase un petit peu en 3 grandes voies. On a des exercices purement et simplement qui vont faire peur. Et là, en l'occurrence, ça vont être la mise en place, ça peut être très très simple. Faites des tests, quel que soit l'âge des pratiquants. Faites un saut de mouton. Un simple saut de mouton. Vous allez voir que passer par-dessus un dos incliné en poussant, même si vous expliquez bien la méthodologie, même si vous assurez, vous mettez quelqu'un de l'autre côté, un tapis, vous allez avoir des enfants comme des adultes qui vont avoir extrêmement peur de faire ce bond et vont être bloqués. Alors que physiquement, ils sont tout à fait capables de le faire. Nous, on le fait aussi en extérieur, on passe par-dessus des barres qui entourent des terrains de foot, on doit sauter par-dessus par exemple, ou par-dessus des tables dans le cadre de cours de self-défense. Il y a toujours des personnes qui ont une appréhension, qui vont s'asseoir ou qui vont trouver des solutions. Mais le but, c'est d'essayer de, un peu comme à la piscine, sauter du plongeoir, se dire je vais me lancer, je vais le faire, je vais essayer. Ça peut être aussi par le biais, nous on a beaucoup de tapis, donc on peut sauter de table ou de banc ou de choses comme ça sur des tapis. On peut essayer de faire aussi des sauts d'arts martiaux qui nécessitent de lever les 2 jambes. Il y a beaucoup de techniques ou même des projections qui peuvent faire un petit peu peur justement parce que le corps va être mobilisé dans une forme qui n'a pas l'habitude. Un truc simple aussi, se mettre sur les mains. Vous faites faire des poiriers à vos adhérents, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'idée d'avoir la tête en bas. De faire des roulades véritablement la tête en bas. Il y en a beaucoup qui vont bifurquer en biais. Donc la peur, elle peut démarrer à un niveau extrêmement bas, avec les premiers échelons de l'échelle. Mon corps n'est pas positionné comme d'habitude, ça me fait peur. Je vais commencer à me jeter un peu plus, ça me fait peur. Je vais devoir sauter, ça me fait peur. Et petit à petit, ouvrir des exercices, on va dire, de plus en plus intéressants dans le fait de pouvoir contrôler un petit peu mieux son corps et donc d'avoir moins peur de me rater et donc potentiellement de me faire mal. La deuxième grande voie, c'est celle qui touche à la frappe et au coup. Donc, bien évidemment, ça va être à vous, en tant que pratiquant, de savoir ce que vous recherchez au sein d'une école d'arts martiaux. Enfin, ou d'arts martiaux, quand on en fait plusieurs. Beaucoup d'écoles se consacrent à l'évolution personnelle. On n'est pas obligé de partir à la castagne, de se faire mal, de se confronter à ses peurs. On peut juste le faire pour le loisir, pour le plaisir, pour le côté social. On l'a vu, pour le côté un petit peu un peu moins engagé sur des objectifs et des résultats, mais vraiment en pratique pure de loisir. Donc, à partir de ce moment-là, on peut nous dire, ok, si à un moment donné il faut prendre moi ça m'intéresse pas, je suis pas là pour ça, j'ai peut-être un corps qui ne me permet pas, une santé qui ne me permet pas forcément de faire la totalité de du cours, et c'est au professeur d'adapter son exercice si l'élève n'est pas capable de le faire. Maintenant, en tant que professeur, je pars du principe que c'est bien de faire l'entièreté du spectre de sa discipline. On l'a vu ensemble, souvent à travers différents tutos. Lorsque, par exemple, je fais du karaté, c'est un petit peu dommage de se consacrer qu'en combat et de ne pas faire de kata, et inversement, de ne faire que du kata sans faire du combat. Le spectre du karaté, c'est beaucoup de choses. On ne peut pas faire que ce qu'on a envie de prendre. Normalement, on est censé faire le spectre total de sa discipline, mais en tant qu'enseignant, on peut avoir ses préférences. On peut aussi être un enseignant orienté sur le loisir, sur le social. On peut être un enseignant qui est plus dans le développement personnel et un peu moins dans la castagne. Même si le karaté, par exemple, c'est aussi de la castagne. Et les arts martiaux typés self-défense, comme ce qu'on voit au sein des C-Focus, ce sont souvent des disciplines qui demandent un certain réalisme. En tout cas, d'avoir une voie qui s'en approche, même si on n'y est pas encore complètement. Mais au moins, c'est un chemin qui va nous amener à gravir ces échelons, parce qu'il est hors de question, là on est en début d'année, d'avoir des pratiquants et de se dire, allez, dès le mois d'octobre, on travaille pour de vrai, on met plus de protection, on va dans la rue et on se fout la tête dans les poubelles. Bon, je pense qu'il y a une gradation à faire, un chemin qui est assez long. On sait que les arts martiaux, ça prend du temps. On n'est pas obligé d'arriver là tout de suite. D'accord ? Ce serait même un peu idiot. Ce serait l'idée de se faire mal pour se faire mal. Il y a toujours des aficionados de ça. Maintenant, en tant qu'enseignant, le but, c'est quand même d'avoir une gradation des choses. Donc,
dans ce chemin-là, on a différentes étapes pour que les adhérents puissent aussi cultiver cette peur, afin de comprendre parfois que certains exercices ne sont pas dangereux. L'exercice de la claque est purement symptomatique de cet exemple, puisque on va se mettre des claques, c'est pas plaisant. Moi, j'ai peut-être peur de faire mal à quelqu'un, donc il va falloir que je surmonte ça. J'ai peur d'avoir mal, mais je vais comprendre assez rapidement que finalement, c'est pas mortel, c'est pas dramatique. J'ai pris des tartes, ok, c'est pas hyper agréable, mais finalement, je me rends compte que le corps, il encaisse très bien et qu'on peut commencer à augmenter un petit peu l'intensité. On peut aussi passer à des petits sparring avec des gants et faire de la frappe un tout petit peu plus lourde. On peut commencer, comme je vous le disais tout à l'heure, avec certains points vitaux, comme BB20 ou des points comme ça, à sonner beaucoup plus l'adversaire, à commencer à basculer dans le micro-KO, avec une mise en place de la sécurité en fait. Mais que tout le monde puisse expérimenter, parce que, encore une fois, si on fait une discipline dont l'objectif et le but c'est de faire mal à quelqu'un, si moi je ne sais pas ce que c'est que d'avoir mal, je vais avoir du mal. En fait, je vais pas pouvoir être très cohérent avec l'exercice. Donc, en faisant monter petit à petit ces élèves vers cette forme de réalisme. Moi, j'ai quelque chose, alors je les ai dans mes poches, avec lesquels je travaille, par exemple, assez régulièrement, c'est ça. C'est les fameux shock knife. On a 7500 volts, l'ampérage est très faible. Je vous assure que lorsque vous prenez un coup de ça traverse les vêtements, c'est vraiment fait pour. Vous avez une sensation de coupure de couteau ou de brûlure. Vous pouvez d'ailleurs le relâcher, il y a tout un petit certificat à passer pour pouvoir avoir ça au sein de vos clubs, parce que justement, ça peut quand même endommager un petit peu l'intégrité physique des pratiquants, surtout si vous visez la gorge ou les parties génitales, ce genre de choses. Ça se pratique si vous faites des petits sparring avec des lunettes, pour pouvoir protéger les yeux des étincelles. Alors, des petites choses comme ça. Ça, vous pouvez partir d'un exercice d'immobilisation avec une clé, par exemple, tel qu'on l'a vu, un ude gatame classique, ce genre de choses. On m'a attaqué, alors bien sûr, dans un contexte peut-être un petit peu plus proche du Krav Maga, par exemple, où je vais véritablement contrôler le bras de l'adversaire pour pouvoir faire peut-être un enroulé-déroulé, un arraché de couteau, par exemple, une récupération, peut-être une amenée au sol, ce genre de choses, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est à contrôler, qu'est-ce qui est à frapper, pour pouvoir annihiler le centre de commandement rapidement, tout en se protégeant de ce qui va être dangereux, comme ça, vous voyez. Donc, toute cette partie-là, vous pouvez l'intégrer avec des couteaux en bois sur une des clés que l'on a vues précédemment dans les focus, et vous allez voir que lorsque vous passez à quelque chose de beaucoup plus significatif, la plupart des gens vont complètement oublier l'exercice qu'on est en train de faire. Vous voyez tomber. Et ils vont passer par des choses beaucoup plus reptiliennes. On a fait des stages et des cours là-dessus. Moi, dans mes cours, je les utilise chaque année, ces shock knives. Je fais des stages sur les shock knives. On a beau faire 1 heure avec des couteaux en bois sur des choses qui fonctionnent très bien avec des élèves gradés. Vous passez au shock knife, il n'y a plus que 10% de la technique qui est retenue. Parce que ça, on se rapproche à quelque chose de très concret. Surtout quand vous dites à la personne, par exemple, qui a un couteau, il y en a une qui ne l'a pas et l'autre qui l'a. Celui qui l'a, vous dites, allez, tu dois aller lacérer les jambes. Tu dois lui faire des petites boursouflures là, sur les cuisses, sur les bras, ça craint rien, on s'en fiche, allez, vas-y. Et il est très motivé, très décidé à le faire, très décidé à rentrer dans la garde de l'autre. L'autre, il fuit, il court, ça va être très compliqué d'avoir une action cohérente, et encore plus d'avoir une action qui va permettre le contrôle du corps de l'autre. Donc, de refaire une clé. Parce que très vite, on a une appréhension qui va être viscérale, qui va être un réflexe autonome du corps. J'ai des élèves qui, lorsqu'on arrive à ça, en fait, prennent un recul. Je leur dis même, voilà, t'es là, tu dois rentrer dans cette zone juste pour venir pousser, par exemple, et me toucher. Il y a des personnes qui se mettent à pleurer bien avant parce que ça fait vraiment écho à des réflexes qui sont internes, à des choses qui sont viscérales et à des peurs qui parfois sont vraiment très profondes, à des phobies. Et ça, on est déjà dans quelque chose d'un peu plus intéressant, en tout cas dans le domaine de la peur. Et la troisième notion de peur que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est quand même toute celle qui est liée au grade. Lorsque dans vos clubs vous avez des grades, nous ici en self-défense on n'en a jamais et on n'en a jamais eu. En karaté on en a évidemment, donc ça provoque aussi une appréhension. L'idée, un petit peu comme en compétition, de s'entraîner, d'acquérir des compétences et de les présenter pour savoir si oui ou non c'est cohérent avec l'objectif qu'on s'est fixé. Par exemple, passer un tour en compétition ou passer une ceinture. Et là, il y a quand même beaucoup de peur parce que plus le grade commence à être sérieux, plus le grade est élevé, plus on commence à s'approcher doucement des quarts de finale, de la demi-finale, de la finale, plus l'enjeu est, on va dire, imminent, plus le stress, le trac ou en tout cas la préparation est nécessaire.
En tout cas, il va falloir gérer quelque chose. Ça sera différent en fonction de l'entraînement et de l'habitude, évidemment. Mais cette habitude-là, il faut bien qu'elle démarre. Il faut bien qu'il y ait un premier pas. Et il y a quand même beaucoup plus de pratiquants en France et dans le monde qui ne font pas de compétition et qui ne passent pas de grade que d'eux qui font de la compétition et qui passent des grades. Le pourcentage en France de compétiteurs, par exemple au sein de la fédération de karaté, ce n'est que quelques petits pourcents, entre 2 et 4% des personnes inscrites, des personnes qui ont pris une licence. Pour vous dire à quel point il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout intéressées par ce domaine-là. Et c'est sûrement votre cas d'ailleurs, si vous avez déjà baroudé, peut-être que vous en aviez fait dans votre jeunesse, mais au bout d'un moment, il peut y avoir le jeu du challenge, mais la plupart des personnes trouvent ensuite leur voie autrement, puisque la compétition, c'est quand même réservé majoritairement à un public plutôt jeune. Quand on prend de l'âge, on peut en faire un peu, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup moins de monde sur les tapis. Il n'y a qu'à le voir de toute façon chaque année, à partir des départementaux jusqu'aux nationaux, il y a beaucoup plus de candidats sur les âges un peu plus bas que sur les vétérans. Donc forcément, se confronter à une compétition ou un grade, c'est important, parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude de le faire, même un grade au sein d'un club. Et ça provoque aussi une forme de peur. Est-ce que j'ai le niveau? Bah oui, mais si tu te poses la question déjà de est-ce que tu es compétent au sein d'un grade, alors que c'est hyper orthonormé dans nos disciplines, hein, on a tous des programmes qui sont liés à nos grades, et c'est un domaine dans lequel pour le coup on ne craint rien, il n'y a pas d'inconnu. Si déjà ça te fait peur, si ton objectif c'est de pouvoir être efficace et compétent dans la rue, ça va être compliqué. Parce que si toi tu fais des arts martiaux dans le but de pouvoir te défendre, si passer un grade t'es pas serein, comment tu vas te sentir lorsque tu auras une véritable inconnue face à toi avec des conséquences qui peuvent être dramatiques? Alors que là, les conséquences, c'est juste de ne pas avoir sa ceinture, donc quelque part, c'est de perdre un peu d'ego, c'est de descendre un peu de son piédestal. Donc dans la rue, les conséquences, elles peuvent être bien plus dramatiques que ça. Donc c'est bien de cultiver ça. Et ça se cultive, on l'a déjà vu dans plein de tutos différents, aussi par des petites marches qui amènent le pratiquant à être corrigé, pour que l'erreur ne devienne pas un échec futur. Donc petit à petit, être sur la bonne voie et surtout cohérent avec sa pratique. Mais dans les clubs qui pratiquent un peu plus concrètement, comme ce que je peux avoir souvent en profil de personnes qui regardent les focus, des personnes plus pragmatiques, où il faut que ce soit un peu plus efficace par rapport à un système de rue, on se rend compte que cultiver aussi ce danger est intéressant. Nous ici en tout cas au sein de mon club, on a souvent fait des compétitions qui sont liées soit au karaté bien évidemment, mais aussi à la self-défense. On avait le fameux notre trophée Musashi, qui était un petit peu un dérivé du King of Self-Défense qu'avait organisé Maître Lombardo il y a des années de ça, il y a 10-15 ans, et qui consistait à avoir des séries techniques imposées avec 2 personnes tirées au sort, qui devaient, en tout cas, sur des saisies, en quelques secondes, selon le niveau entre 3, 5 et 8 secondes, s'ils sont débutants, intermédiaires ou avancés. En tout cas, ils peuvent eux se mettre dans ces catégories-là. C'est intéressant aussi d'avoir cet auto-jugement. Une personne qui en fait depuis 10 ans, même s'il n'y a pas de grade, on peut estimer que c'est une personne qui, si elle travaille régulièrement, aura un peu plus de facilité de compétence qu'une personne qui a démarré dans l'année. Donc les mettre dans la même catégorie pour le coup, même si ça a un intérêt et ça a tout un sens au sein de la rue, au sein du pragmatisme, l'intérêt pédagogique est quand même de pouvoir mettre les débutants avec les débutants afin qu'ils puissent comparer leur capacité actuelle après avoir travaillé sur le même nombre de cours, plutôt que de mettre un débutant face à quelqu'un qui a 10-15 ans de pratique et qui va trouver des solutions plus facilement. Maintenant, le but de ces compétitions-là, c'est de générer du stress, parce qu'il y a un public, parce qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a une compétition, parce qu'il y a aussi des règles. Se dire on doit finaliser au sol dans les 3 secondes, ce genre de choses, c'est hyper intéressant d'un point de vue purement pédagogique. Si déjà là, j'ai du stress et j'ai de la peur des conséquences, et que je n'y arrive pas, je peux commencer à me dire que dans la rue, ça va être un peu plus compliqué. Pas forcément techniquement, parce que dans la rue, je sais que je n'ai pas à me retenir, forcément je peux faire très très mal. Mais en tout cas, dans l'approche pédagogique et dans l'approche de mes connaissances techniques, on a un lien qui est pas si idiot que ça. En tout cas, vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires sur à la fois la compétition au sens très large. Je sais que les kravistes, la compétition, la plupart c'est proscrit. On n'est pas là pour faire la compétition. On est juste là pour s'entraîner face à des situations de rue. Ben oui, mais si tu ne te challenges jamais et que tu mets pas en situation ce que tu as appris, comment peux-tu mesurer ta capacité à surpasser ton stress et ta peur?
parce qu'on parle véritablement de ça, hein. C'est des mises en scène qui consistent uniquement à essayer de vaincre un peu son trac. La compétition, c'est la même chose. Au sens large, en kata, en combat, dans un système orthonormé, les grades, ça peut être aussi la même chose. Donc, et peut-être que vous avez vous aussi d'autres systèmes qui peuvent insérer un principe on l'a vu, de conséquences, donc de stress, donc de peur et éventuellement d'envie de ne pas vouloir le faire parce qu'on a peur d'échouer. Donc peut-être que vous avez vous déjà implanté des choses comme ça dans vos cours, vous avez déjà participé. Ou peut-être que vous avez des exercices spécifiques pour amener la peur, ou peut-être que vous utilisez aussi du matériel pédagogique qui peuvent amener à un rayonnement un peu plus large de sensations autonomes, par exemple du corps, où il va falloir essayer d'augmenter un petit peu ça. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous, au sein de vos clubs, au sein de votre pratique quotidienne, vous avez intégré cette notion de peur. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui doit être indissociable quelque part de la pratique, même par l'intermédiaire d'exercices tout simples, comme par exemple un saute-mouton, ou des exercices comme ça, des exercices d'appréhension tout bêtes. Ou bien, est-ce que pour vous, c'est autre chose que l'on ne pratique pas forcément au club, mais qui peut se faire autrement, ailleurs. Et pour vous, un club d'art martial, c'est surtout de la méthode technique, pédagogique, physique, sans forcément devoir faire peur à ses élèves, par quelque biais que ce soit, parce que vous pouvez me dire aussi, mais l'élève il n'est pas là pour venir se stresser, il n'est pas là pour venir être face à une possible condition d'échec, il n'est pas là pour être malmené, pour avoir mal. Peut-être qu'il y a d'autres méthodes qui peuvent être proposées, donc n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires, ça peut être très intéressant de partager ça. On se retrouve pour un focus dans 4 séances, d'ici là portez-vous bien, allez ciao.